Bonjour, donc moi je m'appelle Cécile Chauvet, je suis donc néphrologue à Édouard Herriot. Donc je vais vous parler de l'anémie en transplantation d'organes. Alors c'est principalement des études en transplantation rénale. On fera quelques spécificités des autres organes à la fin. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, il faut qu'on se mette d'accord sur la définition de l'anémie. Parce que comme vous voyez, en fonction des différentes autorités savantes, la définition de l'anémie n'est pas la même. Donc si on se base sur les définitions de l'OMS ou l'American Society, l'anémie est en dessous de 12 grammes d'hémoglobine chez la femme et 13 grammes chez l'homme. Alors que si on se réfère aux recommandations néphrologiques comme les KDOQI, on souhaite avoir une hémoglobine cible en général, en tout cas chez le patient insurénal, entre 11 et 12 grammes, et on parlera d'anémie en dessous de ces valeurs-là. Et donc vous verrez que dans les études, les définitions de l'anémie sont très variables. Alors ça commence bien. Hop. Alors, donc il y a des tableaux qui se sont effacés. Voilà, donc vous n'aurez pas les tableaux. Hein. Donc, avant de parler des anémies précoces, pour vous dire qu'en moyenne, chez les patients, quand on fait des études transversales, donc chez les populations de patients greffés rénaux, on a une moyenne de 35% d'anémie si on se base sur les recommandations de 12 et 13 grammes d'hémoglobine. Alors que finalement, si on se base sur le chiffre de 11 grammes, on est plutôt autour de 15-20% d'anémie dans une population de greffés en études transversales. Donc dans l'anémie, il y a en fait deux parties. Il y a ce qu'on appelle l'anémie précoce. Et en général, on a l'habitude de dire que c'est l'anémie qui survient durant les 6 premiers mois de greffe. Et donc vous voyez que à J0, du fait de l'IRC, on a 67% d'anémie, qui monte jusqu'à 77% à la 6e année, que ça commence à diminuer et que ça diminuera après. Et que les facteurs, donc si on s'intéresse là aux facteurs de l'anémie précoce, on peut voir qu'ils sont multiples. Donc il y a d'une part des facteurs liées à l'insuffisance rénale préexistante, donc avec l'effet rémanent des toxines urémiques, l'anémie réserve martiale basse le jour de la greffe. Ensuite, il y a une intervention chirurgicale, donc il y a souvent des pertes sanguines importantes qui sont estimées durant la période périopératoire, donc jusqu'à S12 à 800 ml. Et puis après, il y a des facteurs plus liés à la greffe, avec notamment les médicaments, donc les médicaments immunosuppresseurs, mais aussi les IEC, qu'on met rarement en phase très précoce de greffe, mais bon, en tout cas les IEC après, et puis éventuellement les antiviraux. Ensuite, on peut voir qu'il y a des infections virales telles que le parvovirus qui peuvent donner de vraies anémies sévères. Et puis, le défaut de sécrétion d'EPO par le greffon, parce qu'on peut par exemple avoir une reprise retardée de fonction du greffon rénal et qu'il n'est pas capable, les premières semaines, de produire suffisamment d'érythropoïétine. Alors, ça va être bien, parce que s'il n'y a plus qu'un tableau... Oui, alors il manque beaucoup de choses. Je ne sais pas si on peut y faire quelque chose au niveau informatique, non, mais... Non ? Bon. Eh bien, écoutez, je vais essayer de me souvenir de ce que je vous ai raconté. Si on parle maintenant de l'anémie post-greffe tardive, donc c'est-à-dire au-delà de 6 mois, en gros, il y a finalement, un peu comme dans l'anémie précoce, il y a des facteurs qui sont liés au rein, à la fonction rénale, et il y a des facteurs qui sont, on va dire, non liés au rein. Et en fait, on s'aperçoit que dans toutes les études qui ont été publiées, que le principal déterminant, le facteur explicatif de l'anémie, c'est la fonction rénale. C'est-à-dire que
Effectivement, comme sur un greffon, enfin comme sur un rein normal, plus le débit de filtration glomérulaire est bas et plus l'anémie sera profonde. Alors par contre, c'est le facteur le plus important, mais c'est pas le seul facteur qui explique l'anémie en post-greffe, puisque si on compare deux populations qu'on matche sur la fonction rénale, sur le degré de fonction rénale et sur l'âge, on s'aperçoit que dans la population des greffés par rapport à la population des insuffisants rénaux, pour un même débit de filtration glomérulaire, l'anémie sera toujours plus profonde dans le groupe des patients transplantés. Ce qui veut bien dire que, en plus de la fonction rénale, il y a d'autres facteurs qui vont intervenir sur le degré d'anémie. Et donc, dans ces différents facteurs, donc, je vous ai dit que dans l'anémie précoce, il y avait les médicaments, en phase tardive aussi. Et donc, dans les médicaments immunosuppresseurs, on va commencer par les antimétaboliques, donc le mycophénolate et l'azathioprine, qui sont des analogues des bases puriques. Donc, quand on a une anémie, elles peuvent tout à fait être associées à des autres cytopénies telles que la leucopénie et la thrombopénie. Et en général, on a souvent une anémie qui est de type macrocytaire. Alors, je pense que vous êtes au courant que pour la toxicité de l'azathioprine, il y a une prédisposition génétique avec les mutations du gène de la thiopurine méthyltransférase, on va le voir après. Et puis, il y a des études qui commencent à sortir sur le MMF où, de la même manière qu'avec l'azathioprine, il pourrait avoir des prédispositions génétiques. Et donc, ça a été étudié notamment avec le polymorphisme pour un nucléotide. On peut voir que il y a certains polymorphismes de l'interleukine 12A1 et puis aussi le cytochrome qui peuvent favoriser les effets secondaires hématologiques sous mycophénolate mofétyle. Alors, si on revoit donc là c'est clairement bien étudié, donc le polymorphisme de la thiopurine méthyltransférase. Donc, je vous rappelle que l'azathioprine va rapidement être transformée en 6-mercaptopurine et que ensuite il va avoir 3 voies de métabolisme différentes. Soit la première voie à gauche, donc la méthylation du 6-mercaptopurine, donc avec la thiopurine méthyltransférase, la 6-mercaptopurine est aussi transformée en 6-TGN, donc c'est le dérivé actif de la 6-mercaptopurine, mais c'est aussi le dérivé qui va être toxique et qui va avoir une toxicité médulaire. Et puis, enfin, la troisième voie, c'est donc la voie d'oxydation par la xanthine oxydase. Alors, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait des polymorphismes de la thiopurine méthyltransférase et qu'en fonction des polymorphismes, on pouvait plus ou moins rapidement dégrader le 6-mercaptopurine en 6-MMP et que finalement, si on a un méthyleur lent, la voie de gauche ne sera pas prioritaire et donc le médicament va principalement être transformé en dérivé actif. Donc on va avoir une plus forte efficacité de l'azathioprine, mais on va risquer aussi d'avoir une toxicité plus importante. Et donc là, on se rend bien compte qu'en plus, si on donne un médicament qui inhibe la xanthine oxydase, tel qu'effectivement l'allopurinol, la voie donc, du milieu va être prioritaire et qu'effectivement, on a des risques d'aplasie sévère. Donc, cette activité de la thiopurine méthyltransférase, elle peut se rechercher de deux manières. Donc, soit par des tests phénotypiques, c'est-à-dire qu'on va rechercher, on va rechercher l'activité érythrocytaire de la thiopurine méthyltransférase, et que si effectivement, si on a un métabolisme normal, on s'arrêtera là, et que si par contre on a soit une très bonne une suractivité, une sous-activité, on peut faire des tests génotypiques pour déterminer le type de mutation et savoir si le patient est homo ou hétérozygote. L'intérêt, ça va être d'adapter la posologie de l'azathioprine chez chaque patient pour éviter les effets secondaires hématologiques. Alors, ensuite, dans les autres médicaments immunosuppresseurs, donc on a les inhibiteurs de la calcinurine qui peuvent aussi donner une anémie, pas tellement sur un effet direct sur l'érythropoïèse,
mais a priori plutôt un effet sur les cellules tubulaires, donc du fait de la néphrotoxicité des anticalcinurines, avec un défaut de sécrétion d'érythropoïétine. Alors, il y a des cas ont été décrits d'érythroblastopénie sous prographe, mais c'est pas quelque chose de fréquent. Et puis, je pense que vous connaissez les effets, les complications possibles des CNI avec les cas possibles de microangiopathie thrombotique, où cette fois-ci, ce sera une anémie de type hémolytique. Les inhibiteurs de la protéine mTOR, donc c'est des anémies qui sont de type microcytaire. Alors, le mécanisme de l'anémie avec les inhibiteurs de la protéine mTOR est pas clairement défini. Clairement, il y a des cas décrits de microangiopathie thrombotique, comme avec les CNI. Certains pensent que le mécanisme principal de l'anémie avec les inhibiteurs de la protéine mTOR est lié à une anémie inflammatoire, on va voir ça après. Et puis, d'autres évoquent un effet négatif sur l'érythropoïèse. D'autres encore parlent d'une perturbation du métabolisme du fer ou une perturbation de l'hepcidine. Enfin, c'est encore pas clairement défini. Bon, alors, je vais voir jusqu'où ça a été effacé. Alors, je vais vous faire 100 diapos. Pour ce qui est de l'anémie inflammatoire, les arguments pour dire que l'anémie sous inhibiteur de la protéine mTOR est liée à une inflammation sont d'une part sur les marqueurs biologiques qu'on observe quand on a une anémie sous inhibiteur de la mTOR. Donc, on a déjà une anémie qui est microcytaire. Souvent, les marqueurs biologiques de l'inflammation sont augmentés avec une augmentation de la CRP, une augmentation du fibrinogène qui n'est pas expliquée par ailleurs par l'état sous-jacent du patient. Et puis, si on dose les cytokines lors d'un traitement par inhibiteur de la protéine mTOR, on voit qu'il y a une augmentation des cytokines pro-inflammatoires telles que l'IL-6, le TNF, et que par contre, on a une baisse des protéines qui régulent l'inflammation, telles que l'interleukine 10. Et en fait, on suppose qu'il y a un déséquilibre entre l'augmentation des cytokines pro-inflammatoires et la diminution des cytokines régulatrices de l'inflammation. Et en tout cas, quand on arrête les traitements, quand on arrête l'inhibiteur de la protéine mTOR, du fait par exemple des effets secondaires et de l'anémie, on voit qu'à la fois le syndrome inflammatoire s'améliore et que les interleukines pro-inflammatoires diminuent. Donc voilà pour les médicaments immunosuppresseurs. Ensuite, dans les facteurs qui ne sont pas liés directement à la fonction rénale, on s'est aperçu que lors des épisodes de rejet aigu, on avait souvent une anémie associée. Donc c'est lié en partie à la diminution de la production d'érythropoïétine, liée à la dégradation de la fonction rénale. Et indépendamment de ça, donc c'est par les études en microarrêt, on s'est rendu compte que les gènes impliqués dans la synthèse et la transcription de l'hémoglobine, la captation du fer et des folates, on avait des gènes qui étaient inhibés lors des épisodes de rejet aigu. Et puis enfin, toujours ces lésions de microangiopathie thrombotique qu'on peut voir dans certaines formes de rejet, de rejet humoraux. Donc là, il n'y a pas eu énormément d'études sur l'anémie rejet aigu. Voilà. Ça va devenir difficile là. Comment ? Non, les diapos ont disparu en fait. Je pense que tous les tableaux ont dû disparaître. Comment ? J'ai pas fait ça sur Mac en fait. Mais je vais peut-être prendre mon ordinateur parce que sur mon ordinateur ça fonctionnait, donc je me souviendrai mieux de ce qu'il y a sur mes diapos vides.
je vais reprendre ma clé. Merci. Alors, donc ça c'est bon, ça on a fait, voilà. C'est mieux. Donc, je vais repasser rapidement. Donc, vous voyez que là, c'est toutes les études relativement récentes sur la prévalence de l'anémie et qu'on est à 13% quand l'anémie est une hémoglobine en dessous de 11 grammes et qu'on passe plutôt à 35% quand on est dans les cibles de 12 à 13 grammes. Donc ça, c'est des études en général au-delà de 3 à 6 mois de greffe pour éviter la période périopératoire. Cette étude, donc c'est une étude transversale donc de Gabriel Choukroun où c'est une redite et que la prévalence de l'anémie est variable en fonction de la cible qu'on se donne. Ça on a fait. Ça c'est pas très grave. Donc voilà, donc l'anémie tardive, donc les facteurs communs à toute maladie rénale chronique en haut, donc c'est ce qu'on a vu, le niveau de fonction rénale, la carence en fer associée ou en tout cas les perturbations du métabolisme en fer et les facteurs spécifiques à la transplantation, donc les immunosuppresseurs, on a vu, vous avez un peu vu plutôt. Rejet aigu, donc on va continuer. Hop, donc ça c'est fait. Donc ça c'était principalement pour dire que la fonction rénale est le facteur le plus indéterminant pour l'anémie, avec un autre ratio qui est à 3,48 et donc on verra les autres marqueurs après. Je ne touche plus. Donc ce schéma c'était aussi pour vous montrer qu'avec une fonction rénale identique en fonction de si on est insurénal chronique ou transplanté, et bien finalement on a toujours une anémie plus importante pour une même clairance quand on est greffé du rein plutôt qu'un surrénal chronique. Donc ça, on a fait. Alors, est-ce qu'il y a une différence je reviens du coup sur mycophénolate et azatioprine. Est-ce qu'il y a une différence finalement entre ces deux molécules? Est-ce qu'il y en a une qui donne plus d'anémie que l'autre? Donc ça, c'était une étude prospective de 80 patients, donc prospective, où on comparait MMF 2 grammes et azatioprine 100 mg, et que finalement, à 6 mois, il y avait une petite différence entre les deux groupes et que finalement le MMF avait tendance à donner un peu moins d'anémie que l'azatioprine, donc ça c'est vrai à 6 mois, et que par contre quand on regarde cette méta-analyse qui compare l'azatioprine et le MMF, donc l'objectif primaire de l'étude c'était pas l'anémie mais c'était donc dans les objectifs secondaires, on s'aperçoit que finalement il n'y a pas de différence sur cette méta-analyse entre les deux molécules sur le risque d'anémie. Alors, est-ce qu'il y a un lien entre l'AEC de MMF et la survenue d'une anémie?
Donc dans cette étude, pendant 5 ans, ils ont réalisé de manière, en aveugle, des AUC de Cellcept, et donc ils ont adapté les doses de Cellcept uniquement sur la tolérance clinique et sur la tolérance biologique, sans avoir les résultats des AUC. Et donc au bout de 5 ans, ils ont regardé leurs AUC, et finalement, il y a clairement une association entre les AUC hautes et la survenue d'une anémie. Donc c'est vrai pour aussi les leucopénies, pour les anémies, et par contre, il n'y a pas de corrélation entre l'AUC de MMF et la survenue d'infection et la survenue de diarrhée. Donc la calcinurine, on a vu. Alors, donc c'est l'étude dont je voulais vous parler pour expliquer un peu l'anémie qui survient sous inhibiteur de mTOR. Donc, on a pris un groupe de patients, initialement 46 patients, chez lesquels on a réalisé un switch cyclosporine-sirolimus du fait d'une toxicité des anticalcinurines. Parmi ces patients, on a pris un sous-groupe de patients, donc 24, et donc c'est les patients qui avaient l'anémie la plus importante, donc avec une baisse de l'hémoglobine de plus de 2 points. Et donc on a regardé, comme je vous disais, les cytokines, les marqueurs d'inflammation, avec sur ce schéma la CRP et le fibrinogène. Et donc vous voyez que au moment de l'anémie, donc sous mTOR, on a une augmentation de la CRP, du fibrinogène, et que 3 mois après l'arrêt de la molécule, la CRP et le fibrinogène diminuent. Et qu'ensuite, là, donc c'est les dosages des cytokines, donc du TNF, de l'interleukine 6 et de l'interleukine 10, où finalement le TNF alpha et l'IL6 augmentent lors de l'introduction, lors de l'anémie sous mTOR, et diminuent à l'arrêt de la molécule, avec une interleukine 10 qui, même si c'est pas significatif, on voit qu'il y a quand même une modification des taux, et qu'il y a vraiment du coup un déséquilibre des interleukines. Alors, donc, dans les autres facteurs étiologiques que vous n'avez pas pu voir plutôt, donc les IEC ARA2, et donc sur ce forest plot, donc c'est une méta-analyse qui voulait déterminer si effectivement en greffe rénale les IEC ARA2 entraînent ou en tout cas baissent l'hémoglobine. Et donc sur la partie du haut, donc ce sont les études qui ont duré moins d'1 an, et donc les 3 des études dessous sont des études qui ont duré plus longtemps. Et donc effectivement, on voit que effectivement on note une baisse de l'hémoglobine sous IEC ou ARA2. Ce qui est d'ailleurs parfois le traitement des polyglobuliques qu'on peut voir en post-greffe rénale. Alors finalement, pourquoi les IEC et ARA2 peuvent entraîner une anémie? Et en fait, il y a vraiment au niveau médulaire un système rénine-angiotensine local. Et donc, on voit que la cellule souche, donc qui est au milieu du schéma, est normalement inhibée par le ACSDKP, qui est elle-même inhibée par l'enzyme de conversion de l'angiotensine. Donc, ce qui veut dire que l'enzyme de conversion de l'angiotensine va avoir une action sur la cellule souche en activant sa production, sa prolifération et sa différenciation. Avec notamment, vous pouvez voir que qu'il y a des récepteurs AT1 sur la cellule souche et ensuite sur les cellules progénitrices de globules rouges, et que par conséquent, si on met des IEC ou des ARA2, on bloque cette production, prolifération et différenciation en érythrocytes. Donc ça, c'est à peu près la même chose. Je passe. Donc dans les facteurs spécifiques à la transplantation, donc rejet aigu, donc ça c'est bon, c'était présent. Alors la microangiopathie thrombotique. Donc dans la microangiopathie thrombotique de novo, donc là on parle pas pour l'instant on parle de novo, donc on peut avoir comme chez les enfants, les diarrhées Escherichia coli avec la toxine O157H7. Les anticalcinurines et aussi les autres immunosuppresseurs peuvent, via leur toxicité endothéliale, entraîner des lésions de microangiopathie thrombotique. Comme dans le reste de la population en général, on peut avoir des MAT liées aux médicaments, avec notamment le Plavix.
C'est vrai qu'on a souvent des patients cardiovasculaires, donc ils peuvent avoir du Plavix. Ensuite, il peut avoir des causes infectieuses. Donc ça a été décrit avec le CMV. Ça a été très peu décrit. En tout cas, c'est pas un pourvoyeur fréquent de microangiopathie thrombotique. Le parvovirus B19 a été incriminé et les virus de la grippe. Exceptionnellement, on peut avoir une diminution de l'activité Adams-13, mais c'est aussi quelques cases reports. Et puis, dans le rejet humoral, on peut avoir des lésions de microangiopathie thrombotique. Et puis ensuite, comme dans le reste de la population en général, les antiphospholipides et les cancers. Donc, dans les choix atypiques, vous connaissez les mutations des protéines régulatrices du complément, ou en tout cas de la C3 convertase alterne. Donc, je vous rappelle que c'est soit par des mutations génétiques, soit par des auto-anticorps. Et donc, ces mutations touchent les protéines régulatrices, telles que le facteur H et le facteur I, qui sont là des protéines solubles, mais ça peut aussi toucher des protéines membranaires, telles que le MCP, qu'on appelle aussi CD46. Donc quand on a ces pathologies, et notamment par une atteinte génétique, ce sont des pathologies qui vont récidiver le plus souvent qui vont récidiver souvent sur le greffon quand c'est une mutation des facteurs H et des facteurs I, puisque ce sont des facteurs solubles, et que théoriquement, lorsqu'on a une mutation du CD46, il n'y a pas de récidive sur le greffon, puisque le nouveau greffon, lui, a le CD46. Alors, cette étude que je trouve intéressante, donc pareil, des maths de novo. Donc la néphropathie initiale n'était pas en rapport avec une microangiopathie thrombotique. Donc ils ont répertorié 24 cas. Dans 19 cas, il s'agissait d'une première greffe et dans 5 d'une au moins deuxième greffe. Et donc ils ont étudié ces maths qui sont survenus relativement précocement, puisque dans 16 cas sur 24, la MAT est survenue durant les 3 premiers mois. Et donc, ils ont systématiquement analysé chez ces 24 patients, ils ont systématiquement recherché des mutations des protéines de la voie alterne, donc des protéines régulatrices de la voie alterne. Et on s'aperçoit que dans 7 cas sur 24, on retrouve des mutations qui sont des mutations hétérozygotes. Alors, soit associant plusieurs facteurs. Donc, dans 2 cas, c'était des mutations qui touchaient à la fois le facteur H et le facteur I. Et puis, dans 4 cas, des mutations hétérozygotes du facteur I. Et dans un cas, des mutations hétérozygotes du facteur H. Donc, le message, ça veut dire que dans un tiers des cas, même si c'est une MAT de novo et même si on n'a pas de notion de mutation des protéines régulatrices de la voie alterne, on retrouve ces mutations. Ce qui incite à systématiquement rechercher ces mutations devant une MAT de novo, même si ce n'est pas du tout la néphropathie initiale. Alors, dans les autres facteurs étiologiques de l'anémie, ce qui était déjà marqué dans une précédente étude, l'âge du donneur en analyse multivariée est un facteur prédictif d'anémie, ce qui est finalement assez compréhensible, puisqu'on imagine que plus on a un rein âgé, plus la fonction rénale du donneur est a priori moins bonne, et que par conséquent, on a une capacité de sécrétion de l'érythropoïétine moins importante. Donc c'est pas très étonnant. Alors l'anémie, est-ce que c'est grave? Quelles sont les conséquences pour le patient greffé et pour le greffon? Donc dans cette étude prospective qui comptait un peu plus de 900 patients, donc on a suivi ces patients, et donc vous pouvez voir que avoir une anémie, en tout cas qu'en anémie, la survie du greffon et la survie patient est moins bonne. Donc c'est pas retrouvé dans toutes les études, c'est retrouvé dans la plupart des études, mais c'est pas non plus du 100%. Alors cette anémie, qu'est-ce qu'elle a aussi comme conséquence? Donc là on a étudié les cas d'insuffisance cardiaque de novo, et donc on voit que dans les facteurs explicatifs de l'insuffisance cardiaque de novo, on retrouve aussi une hémoglobine basse,
Donc, il pourrait avoir la morbimortalité pourrait avoir un lien avec les cas d'insuffisance cardiaque. Et vous voyez sur cette étude que les nouveaux cas d'insuffisance cardiaque sont un facteur de mortalité chez le patient greffé rénal. Alors, finalement, comment on peut expliquer tout ça? On peut dire que finalement, si on a une anémie, ça favorise à l'hypertrophie ventriculaire gauche et à terme à l'insuffisance cardiaque gauche. Et que si on a une anémie, on a aussi une diminution de capacité de transport de l'eau sanguin qui va avoir une répercussion sur le rein, puisque du coup on va avoir une diminution du débit sanguin du greffon rénal, donc une hypoxie rénale et éventuellement la survenue des lésions tubulo-interstitielles avec un déclin de la fonction rénale qui du coup est responsable de l'anémie et donc on est dans un cercle vicieux. Comment traiter cette anémie? On n'a pas de moyens différents chez les greffés que chez patients insuffisants rénales. Et donc cette étude voulait tester l'effet de l'érythropoïétine dans la période précoce de greffe. Et donc, en gros, sous érythropoïétine, l'hémoglobine monte un peu plus rapidement que sans érythropoïétine, avec un délai de 52 jours pour obtenir une hémoglobine à plus de 12 grammes versus 66 grammes. Et par contre, vous voyez qu'avec ou sans érythropoïétine, il n'y a pas une différence majeure dans les chiffres d'hémoglobine. Donc il y a probablement, en tout cas en début de greffe, une résistance à l'érythropoïétine. Pour autant, cette érythropoïétine, outre ses propriétés d'augmenter l'hémoglobine, donc dans certaines études, et notamment dans les modèles animaux et dans les études in vitro, on s'est aperçu que l'érythropoïétine avait un effet bénéfique sur les lésions d'ischémie et reperfusion. Donc dans ces études, c'est des doses très importantes d'érythropoïétine qu'on n'utilise habituellement pas en pratique clinique, puisque dans ce modèle animaux de Sharples, la dose était 300 unités par kilo et était donnée soit juste avant la lésion d'ischémie, qui correspondait en fait au clampage des artères rénales, soit juste avant la reperfusion. Et que si on donne de l'EPO au rein avant ou juste après le déclampage des artères rénales, on s'aperçoit qu'il y a une amélioration du débit de filtration glomérulaire, moins de lésions tubulaires, une diminution de l'activation des caspases, donc clairement un effet bénéfique sur la fonction rénale, mais je vous rappelle que c'est des modèles d'ischémie-reperfusion sur clampage des artères avec des doses très importantes, et que si on s'intéresse aux études in vitro sur les cellules humaines, on a aussi une diminution de la mort cellulaire liée au stress oxydatif, une diminution de la fragmentation de l'ADN et l'effet anti-apoptotique. Et l'érythropoïétine, donc pareil sur des modèles animaux, via l'effet anti-apoptotique, on diminue les lésions de toxicité de la cyclosporine. Donc finalement, on a l'impression que il y a clairement, qu'il pourrait avoir un intérêt en post-greffe, en tout cas les premières semaines. Alors, est-ce qu'en clinique c'est vrai? Si je me mets là, ça va aller mieux. Alors, voilà, donc il y a vraiment un souci, puisqu'il me manque une diapo. Donc il n'y a pas encore beaucoup d'études évaluant l'effet de l'érythropoïétine sur la fonction rénale, en tout cas pas beaucoup d'études prospectives sur la fonction rénale en début de greffe. Donc il y a une étude qui est sortie récemment. Donc la population étudiée, c'était des patients qui étaient à risque de reprise retardée de fonction rénale. Et donc avant la chirurgie, on leur injectait par voie veineuse des fortes doses d'érythropoïétine, donc des doses similaires à celles de cette étude sur les modèles animaux. Et on leur en donnait les 15 premiers jours 3 injections par voie veineuse. Et en tout cas, sur les 3 premiers mois de greffe, il n'y a pas de différence sur le taux de reprise de retardée de fonction rénale. Il n'y a pas de différence sur la non-reprise de fonction rénale primaire. Et la fonction rénale à 1 mois, 2 mois et 3 mois est similaire. Donc en tout cas, sur les 3 premiers mois, en clinique et sur des populations sélectionnées, on ne voit pas de différence, on ne voit pas d'amélioration de la fonction rénale. Une autre étude qui après va bientôt sortir montre que sur les greffes à cœur arrêté, pareil, les premiers mois de greffe, il n'y a pas de différence, et que par contre à 6 mois,
dans le groupe ayant reçu l'érythropoïétine, la fonction rénale est meilleure. Mais ça, c'est les résultats préliminaires. Voilà. Donc pour l'instant, pas d'effet très important en pratique sur la fonction rénale des greffes rénaux. Donc, finalement, quelle est l'hémoglobine cible à atteindre chez le patient greffé rénal? Jusqu'à présent, on n'avait pas tellement d'idées, et puis on n'avait pas tellement envie d'avoir des hémoglobines hautes si on se basait sur les études publiées en rein. Alors, je vous rappelle ces deux études, toutes les deux sorties dans le New England, donc c'était en 2006, où donc là c'était des populations IRC, des stades de 3 et 4, et donc il y avait deux cibles d'hémoglobine, donc le groupe 1, une hémoglobine entre 13 et 15, et le groupe 2, 10,5 à 11,5. Donc c'était à peu près les mêmes cibles dans les deux études. Et donc dans une étude, le critère principal était les événements cardiovasculaires. Donc dans la première étude CRIET, où il y avait moins de patients, il n'y a pas de différence de morbidité, de premier événement cardiovasculaire. Et par contre, dans l'étude SHORE, clairement, donc c'était un critère qui était composite cette fois-ci, et clairement, il n'y a pas d'intérêt à avoir une hémoglobine entre 13 et 15 grammes, puisqu'il y avait plus d'événements cardiovasculaires. Donc ça, c'est chez le patient qui a une insuffisance rénale chronique, donc il n'y avait pas du tout de transplanté. Et finalement, chez le transplanté, il n'y avait jusqu'à présent pas d'études prospectives pour essayer de nous donner des cibles en transplantation. Donc cette étude de Gabriel Choukroun, donc c'est l'étude CAPRIT, qui a été présentée donc l'année dernière à Bruxelles, où l'objectif était d'évaluer l'effet de la normalisation du taux d'hémoglobine sur la progression de la néphropathie chronique d'allogreffe en comparant deux groupes. Donc pareil, un groupe avec une valeur cible haute entre 13 et 15 versus 10,5, 11,5. Donc c'était de l'épétine bêta, donc il y avait 125 patients et des gens qui étaient greffés en moyenne depuis 8 ans. Ce qu'on peut voir, c'est qu'à 1 an, donc le DFG, donc c'était par la formule MDRD simplifiée. Donc dans le groupe A, la fonction, donc le groupe A, c'est la fonction, c'est le groupe où l'hémoglobine est entre 13 et 15, et on s'aperçoit qu'à 1 an, la fonction rénale est meilleure, en tout cas c'est significatif, que dans le groupe B. Les résultats ont l'air de se confirmer à 2 ans. Concernant la perte de greffons, on a plus de perte de greffons dans le groupe B. Donc je vous rappelle que le groupe B, c'est hémoglobine basse. Et que par contre, en ce qui concerne les effets indésirables et notamment les effets de thrombose, il n'y a pas de différence. Et sur le nombre d'événements cardiovasculaires, il n'y a pas de différence. Pour ce qui est des décès, pas de différence dans les deux groupes. Donc, a priori, en tout cas, sur la fonction rénale, on a plutôt intérêt à avoir une hémoglobine proche de 13 grammes que à 11 grammes. Et sur la qualité de vie, clairement, les patients étaient mieux avec une hémoglobine à 13 grammes. Alors, est-ce qu'il y a des spécificités dans les zones greffe d'organes? Bon, il n'y a déjà pas beaucoup d'études. En greffe hépatique, donc les facteurs étiologiques sont communs à ceux qu'on peut trouver en greffe hépatique, avec des effets délétères propres des traitements antiviraux qu'on peut utiliser dans les greffes sur hépatite C, avec notamment l'effet de l'interféron, puisqu'il y a un effet à la fois myélosuppresseur et une activation des cytokines pro-inflammatoires, et la ribavirine qui peut entraîner une hémolyse dose dépendante. La prévalence, elle est importante et elle reste importante à 1 an, puisqu'on estime qu'à 1 an, 47% des patients greffés hépatiques gardent une anémie. En greffe cardiaque, l'anémie n'est pas retrouvée comme un facteur de risque indépendant de mortalité, mais par contre la fonction rénale, oui. Et dans les études aussi, le principal facteur qui explique l'anémie en greffe cardiaque, c'est comme en rein, c'est la fonction rénale. La prévalence, elle est très variable dans les études, puisque ça va de 26 à 78%. La dernière est à 41%. Voilà. Donc, en conclusion, la prévalence en greffe rénale autour de 35%. Pour les autres organes,
n'y a pas encore beaucoup d'études. En tout cas, ça semble pas un petit problème, parce qu'on a quand même l'impression qu'il y a autour de 40 à 50% des patients qui ont une anémie. C'est le principal facteur, à la fois en greffe rénale, mais aussi sans en greffe cardiaque. Le principal facteur explicatif est le niveau de fonction rénale. Que cette anémie est un facteur de risque de perte du greffon et de mortalité, en tout cas en greffe rénale. Que l'hémoglobine cible, finalement, ça ne semble pas être comme chez l'insuffisance rénale chronique et qu'on serait plutôt autour de 13 grammes. Et que, comme je vous disais, il y a aussi une forte prévalence de cette anémie dans les autres greffes d'organes. Et j'ai fini. Est-ce que vous avez des questions ? Bon, bah, je crois que c'est la pause, hein, non ? Bonne pause.